Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui recense les sorties de manga ici au Québec. Installez-vous confortablement, un petit thé à la main, puis une petite couverture sur les épaules, et c'est parti. Donc on commence la liste des sorties de manga avec un petit spin-off sur Fairy Tail, les aventures de Happy, dans le fond, écrit par Kenshiro Sakamoto, qui est un petit one-shot spin-off sur, forcément Happy, comme décrit sur le livre. Happy va devenir le seul et unique héros de sa propre aventure. En soi, le manga se présente sous une forme assez humoristique, assez fidèle à l'univers, puis à l'humour en fait général utilisé dans Fairy Tail, dans Rave, pour ceux qui s'y connaissent un peu à l'univers. Donc on va suivre dans le fond l'histoire de Happy, qui va se faire avaler par une espèce d'astre à forme humaine, qui va le transposer dans un univers kind of parallèle. On ne sait pas trop d'où sort cet univers, mais c'est un univers rempli entièrement d'animaux bipèdes qui parlent puis qui vivent leur vie de tous les jours dans un village. C'est qu'on va suivre Happy qui va petit à petit en fait découvrir tous les habitants de ce fameux village qui sont très stéréotypés, notamment, je vous donne un exemple, le policier, donc qui est le premier personnage qu'il rencontre, est un chien de garde, forcément. Il y a un autre personnage qui est un babouin, qui est très enclin à la colère, donc ça va être vraiment très stéréotypé par rapport au caractère de base en fait de l'animal. Suite à son apparition en fait, Happy va se rendre compte par le biais des autres animaux en fait qu'il serait l'élu, le héros tant attendu, qui serait là en fait pour sauver le village d'une menace. Happy va se voir remettre un pendentif en cœur qui va lui servir de réceptacle. Puis à chaque fois qu'il va faire des bonnes actions, si on peut dire ça comme ça, le cœur va se remplir, puis une fois que ce cœur, donc ce collier sera rempli, il pourra retourner dans son monde. L'histoire se présente un peu comme un style RPG. Happy, à force de faire des bonnes actions, va recevoir des points d'XP. Chaque chapitre va être une aventure à part entière. Dans le fond, les personnages vont devenir récurrents, mais chaque chapitre en fait aura son début et sa fin. Donc en soi, l'histoire est très épisodique. Ça me fait vraiment beaucoup penser à Dr. Slump en fait, qui est un peu dans le même genre où on va suivre la vie de tous les jours de Harley pour le coup, qui vit dans un petit village, puis on suit vraiment ses aventures, ses péripéties, ses gaffes, ses tristesses, ses actions de la vie de tous les jours. C'était Fairy Tail, les aventures de Happy. Donc un petit spin-off qui m'a vraiment bien plu à la lecture, mine de rien. Et qu'on va y aller ensuite avec Sacrificial Vote. Fait qu'on va suivre l'histoire d'une classe de lycéens qui sont tous accros à un jeu virtuel. Fait que ça va vraiment se présenter sous une forme de Battle Royale, mais sur base de technologie, dans le même style que Darwin's Game, King's Game. Toute la classe en fond est accro à un jeu, donc précisément un puzzle game sur cellulaire. Arrivé à un certain point, ce puzzle game en fait va de lui-même télécharger une nouvelle application qui va s'appeler le Sacrificial Vote, qui va consister en soi à tuer socialement une personne. Chaque élève en fait va émettre un vote contre une personne de sa classe, et la personne qui récoltera le plus de votes va se voir tuer socialement. Tu vas avoir un gage, une conséquence qui va détruire la vie sociale de la victime. Comme je vous disais auparavant, c'est un style de Battle Royale un peu plus technologique, voire même un peu plus soft, je dirais, jusqu'à un certain point. Il y a vraiment quelqu'un qui dirige cette application, mais on ne sait pas vraiment qui, on ne sait pas vraiment pour quelle raison. Donc, suite à cette décision, puis à ce vote-là, on va vraiment découvrir quelles sont les vraies opinions de certaines personnes sur certaines personnes, notamment avec la première victime qui va être la fille la plus populaire de la classe, qui va voir très très vite en fait que suite à ce vote-là, suite à cette mise à mort sociale, n'est pas vraiment si populaire que ça. Pour ce qui est de savoir si j'ai apprécié ou pas, honnêtement, je vais être franc avec vous, c'est vraiment pas mon genre de lecture. Pour moi, mélanger le côté technologique et Battle Royale, ça me déconnecte. C'est le cas de le dire. C'était Sacrificial Vote. Et on va continuer avec Iron Hammer Against the Witch. Donc ici, le manga prend place à la période médiévale, précisément à la période où il était question de la chasse aux sorcières. Donc à partir de ce principe, en fait, on va développer l'histoire, puis on va y aller directement dans une version plus fantastique. Donc comme je vous dis, dans le fond, on va suivre l'inquisition d'un bord, puis les sorcières. Donc dans le fond, l'inquisition qui se veut absolument mettre les points sur les i, puis chasser toutes les sorcières en fait, afin de purifier son peuple. Et le manga commence avec la mise à mort d'une sorcière. Avant qu'elle puisse monter sur le bûcher, une autre sorcière nommée Domino vient faire éruption, puis vient mettre un peu les points sur les i, dans le sens où elle révèle au reste du monde que les sorcières ne s'engendrent pas naturellement, mais que c'est suite aux tortures que fait l'Inquisition dans leur chasse aux sorcières
que naissent les sorcières. Donc c'est un peu le serpent qui se mord par la queue, ce condensé de haine, de souffrance en fait, qui serait la source de leur pouvoir. Donc Domino a à peine le temps de se défendre que malheureusement il est déjà trop tard pour la première sorcière qu'on a vue qui se dirigeait vers le bûcher, qui s'éveille et qui devient une sorcière qui fait ressortir cette espèce de haine en fait qu'elle a gardée en permanence. Suite à ça en fait Domino est obligé d'intervenir puis de réduire en cendres sa collègue en fait sorcière qui ne veut que détruire tout ce qu'elle a autour d'elle et de se venger en fait de la torture qu'elle a vécue. Je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment eu de la misère à lire le manga. Il y a beaucoup des scènes de torture qui sont expliquées vraiment en détail. Le manga se présente vraiment comme une forme shonen en soi. Donc la couverture fait vraiment shonen pour le coup, si je vous la remontre. Donc dans le fond, on pourrait considérer ça comme un shonen vraiment basique, classique. Mais en soi, faut pas s'y tromper. Le manga tend vraiment plus sur un seinen dark medieval fantasy presque. Beaucoup de violences gratuites, puis beaucoup d'atrocités qui sont liées à l'inquisition en fait, qui faisait cette fameuse chasse aux sorcières. Beaucoup de scènes explicites, beaucoup de scènes dures à regarder, dures à lire, pour public averti. Donc c'était Iron Hammer Against the Witch. Et qu'on va y aller avec une touche un peu plus isekai, Noble New World Adventure, qui, comme je vous disais, en fait, va être un isekai en purement et simplement, en bonne et due forme. C'est assez drôle parce que ça va faire partie des mangas qui te déstabilisent en fait dès le début, puisque le héros Kasuya va directement mourir dans les premières pages. C'est un peu dans le style de Yu Yu Hakusho qui est assez surprenant pour le coup. Qui dit isekai dit réincarnation. Donc notre héros va se réincarner dans la peau de Kai, qui est un jeune homme de 5 ans. Né en fait d'une bonne famille, donc étant donné qu'ils sont nobles. C'est un nouvel univers qui est désormais le sien. Traditionnellement, en fait, dans chaque famille noble, quand un enfant atteint l'âge de 5 ans, dans le fond, il est béni par les dieux. C'est comme ça, ça se passe de même. Suite à cette bénédiction des dieux, en fait, chaque personnage va savoir attribuer des statistiques puis des pouvoirs en conséquence. Donc dans le fond, suite à ces statistiques-là, en fait, le manga va se présenter un peu comme un style RPG, dans le fond, avec une fiche technique, une fiche de caractéristiques, de puissance, de pouvoir, de points de magie, de points de vie et tout ça. Kai va s'apercevoir en fait que les dieux ont fait une petite boulette, puisqu'il va se rendre compte qu'il a pas mal toutes les stats au maximum dans sa fameuse fiche de personnage RPG. Étant donné qu'il est 5 ans, puis qu'il se doute que ça va faire pas mal la jalousie de ses proches, du monde extérieur, il va décider de falsifier ces données-là pour ne pas éveiller l'envie puis la jalousie d'autrui. Donc comme je vous dis, c'est un manga qui se présente avec des formes de RPG, voire peut-être de shonen harem. Amoureux de isekai, n'hésitez pas, foncez, c'est un très bon manga dans le genre. Donc c'était Noble New World Adventure de Yasui Nini. Ensuite de ça, on va y aller sur 3 petites bonnes notes positives, parce que les 3 prochains mangas sont des mangas que j'ai vraiment appréciés. Jormungand, qui est un manga qui ressemble un peu à du Arm Peddler dans un monde moins chaotique, évidemment. Et qu'on va suivre l'histoire dans un premier temps de 2 personnes. Principalement l'histoire de Jonah, qui est un jeune garçon qui a subi un traumatisme étant petit, notamment un traumatisme lié aux armes à feu. Donc on va suivre son histoire, puis son intégration, choisi par Coco pour intégrer un corps d'élite de mercenaires. J'ai trouvé la lecture vraiment très rythmée. Je me suis vraiment senti comme si c'était un film d'action, comme si j'étais vraiment pris dans l'action. C'est vraiment, ça bouge de partout. Donc dans le fond, le manga va vraiment se présenter sous plusieurs parties en fait. Donc chaque chapitre va aborder sa propre petite histoire. Donc évidemment, ça suit toujours en continu. Donc on va principalement suivre le côté de Coco et de Jonah en fait. Donc Jonah qui va devenir le garde du corps attitré et officiel de Coco. Puis Coco qui va se mettre dans l'idée de redonner goût à la vie à Jonah. Puis de la réconcilier avec les armes à feu. Parce que, étant elle-même une marchande d'armes à feu. C'est assez paradoxal parce que comment veux-tu reprendre goût à la vie quand tu sèmes la mort sur ton chemin. J'ai trouvé le dessin super cool, ça m'a vraiment fait penser à du Claymore. Le trait se ressemble vraiment beaucoup. Quand tu regardes les paysages, les trames de fond, où ça a l'air vraiment d'être des prises de vue, peut-être même probablement des photos. En tout cas, le contraste est vraiment sympa à la lecture, j'ai vraiment apprécié. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. J'ai vraiment pu lire que le tome 1 pour le moment, mais dès le moment où le tome 2 me tombe entre les mains, je le dévore sans hésiter. Donc c'était Jormungand de Keitaro Takahashi. On parlait de Claymore, on retrouve le nouveau manga de l'auteur qui est d'autre que Ari Atne.
Dans le fond, l'auteur fait toujours dans du shonen, mais avec une thématique moins seinen. Fait que Claymore se tendait vraiment sur une thématique shonen, donc vraiment développement du personnage, copier-coller sur du shonen, mais c'est du dark medieval fantasy qui ressemble plus à du Berserk, ou du moins à un univers aussi sombre que l'univers de Berserk. Fait qu'on va suivre l'histoire de l'Achille et Léana, en fait. L'Achille qui est un jeune garçon qui vit reclus avec son grand-père et ses deux jeunes sœurs jumelles, qui va faire la rencontre de Léana, qui est une demoiselle qui est un peu bloquée dans un arbre dans la forêt. Donc suite à cette rencontre, en fait, l'Achille va découvrir en fait que Léana ne vient pas de la Terre, mais d'une cité volante qui s'appellerait Ariadne. Léana n'est pas n'importe qui, mais rien d'autre que la princesse de la cité volante Ariadne. Le début est vraiment bourré d'informations. On va apprendre que l'Achille est un jeune garçon qui a la capacité d'utiliser ce qu'on appelle les photons, qui serait un catalyseur en fait pour pouvoir utiliser certaines armes militaires qui ont été tenues secrètes depuis la dernière grande guerre qui est énoncée dans le manga. Et ensuite de ça, en parallèle, on va découvrir que Léana, dans le fond, est la princesse du royaume d'Ariadne, mais qu'elle est aussi atteinte d'une maladie assez étrange, puisqu'il va s'agir de la maladie de l'ange. Maladie qui fait que si elle n'a pas, dans le fond, ses bottes renforcées en plomb, elles s'envolent tout simplement. La pesanteur ne fait pas effet sur elle. On va vraiment aller dans une ambiance beaucoup moins medieval fantasy, mais on va s'attaquer à de la science-fiction clairement et simplement. L'auteur n'hésite vraiment pas à faire des petits clins d'œil comme celui-ci, qui est un petit clin d'œil à Star Wars. Évidemment, on n'est pas passé à côté, mais qui est assez cool pour le coup. Donc comme je vous dis, l'auteur a l'ambition de vouloir créer une série qui grande dans le fond. Rien que dans les premiers chapitres, il est question de plusieurs dizaines de lieux, plusieurs dizaines mystères en fait, qui seront très certainement découverts dans la suite du manga. C'est que l'auteur fait un pari audacieux. Donc comme je vous dis, c'est une thématique un peu plus shonen classique, super belle lecture. L'auteur se met vraiment à l'aise avec son univers, puis il a l'air de pas mal le contrôler à date. Évidemment, ce n'est qu'un premier tome, à voir pour la suite. Mais honnêtement, si ça se profile comme une qualité de scénario comme Claymore, je suis acheteur. Clairement et simplement. Donc à voir avec les prochains tomes. C'était Ariadne de l'auteur de Claymore, un petit manga au goût de science-fiction. On termine avec probablement ma plus belle lecture de cette semaine, Capitaine Albator, les mémoires de l'Arcadia, qui est un manga sous forme de BD écrit et dessiné par un fan, Benoît Alquier. Donc pour vous situer dans l'histoire, puis pour ceux qui ont déjà lu l'univers d'Albator, on va se retrouver où la sphère sylvide est déjà apparue sur Terre, Daisuke a déjà rejoint l'Arcadia, donc le père de Daisuke est mort, tué par des sylvides, et on est rendu au moment, donc avant la future invasion des sylvides. Elles ont déjà prévu de retourner sur Terre, qui est une de leurs premières colonies, parce que dans le fond, dans le but de se poser sur Terre, car elles ne possèdent plus d'univers, plus de planètes où rester. Donc, il va être question, dans le fond, dans cette BD, de la découverte de la première sylvide, découverte, dans le fond, dans les sous-sols glaciers de l'Arctique. On supposerait que le froid intense et polaire qui s'abat sur la Terre présentement, la raison à tout ça serait la découverte et le réveil de cette première sylvide. On va suivre nos héros principaux, donc Albator, Mimé, Tadashi et compagnie, dans la promesse que Albator a faite à son meilleur ami avant de mourir, qui lui est dans le fond de protéger sa fille qui elle est toujours sur Terre. Albator va essayer de mettre un point final sur ce problème inexpliqué, puis sur la problématique de la première sylvide en fait. J'ai adoré la lecture, je suis un grand fan de tout ce que fait Leiji Matsumoto, et dans le fond, ce format de BD rend vraiment hommage à l'univers. J'ai vraiment apprécié les dessins puis la mise en page en fait, parce qu'on commence directement où, dans le fond, on va suivre Harlock, avec Albator, qui, donc les premières pages, les premières bulles de texte en fait sont un mémo d'un journal intime, donc le journal intime de Albator, qui est entièrement dédié à son meilleur ami mort, mais qui aurait mis son âme et son cœur en fait dans l'Arcadia. Comme je vous disais, la mise en page est vraiment incroyable, surtout les premières. Comme je vous dis, ça résume un peu l'histoire. La demoiselle qui est la fille de notre jeune ami. Cet hommage m'a vraiment foutu une claque. Si vous êtes vraiment fan de la saga, de la série, de l'univers de Leiji Matsumoto, c'est un classique. Vous allez adorer. Pour vrai. Purement et simplement, c'est du Albator tout craché. Vraiment intéressant. Si vous êtes fan de la série, n'hésitez pas, foncez. C'est super cool. Voilà qui termine les sorties de manga ici au Québec. C'était David. On se retrouve pour une prochaine fois.